Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo de Au son du Fleu, le blog consacré à la phonétique corrective et générale du français langue étrangère. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce qui se passe dans la tête du prof de phonétique quand il interagit avec ses élèves. Que se passe-t-il en effet là-dedans ? Comment l'enseignant gère les informations et les connaissances qui sont nécessaires pour la réussite de la remédiation phonétique. Pour en parler, deux moments dans cette présentation. Dans ce premier temps, j'évoquerai la mobilisation des connaissances dans ce contexte très particulier constitué par la correction de la prononciation. En second lieu, j'aborderai le déroulement de l'interaction et la gestion de l'élève, comme celle du groupe. Voyons tout d'abord ce que signifie la mobilisation des connaissances, c'est-à-dire qu'est-ce que le professeur doit avoir en toile de fond quand il commence une interaction en correction phonétique, et voyons également en quoi consiste ce contexte particulier constitué par la séquence de correction de la prononciation. La mobilisation des connaissances est fonction de l'expérience du professeur, ainsi que de la maîtrise de certains savoir-faire. Le professeur doit afficher une certaine assurance. Celle-ci est acquise au cours de ses pratiques. Et forcément, cela lui a demandé du temps. On ne s'improvise pas spécialiste, entre guillemets, de correction phonétique. Il s'agit de comprendre les techniques remédiatrices et il s'agit de les intégrer en pratiquant. C'est-à-dire que si vous avez des connaissances purement livresques, vous n'arriverez jamais à faire de la correction phonétique. De même, il est normal que parfois, l'on n'arrive pas à corriger un élève, et cela peut très bien se produire avec un prof qui a de l'expérience, justement. Parce que aujourd'hui le prof n'est pas en forme, ou bien c'est l'élève qui n'est pas en forme. Et c'est normal tout ceci, parce que ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que la phonétique ne s'enseigne pas comme les autres matières. C'est par excellence la discipline VUCA dans l'enseignement des langues étrangères. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un environnement VUCA, c'est ça. VE désigne ce qu'on pourrait appeler la volatilité. Oui, quand on pratique la correction phonétique, on est dans un environnement qui est disruptif, qui est imprévisible, et il est indispensable pour l'enseignant de s'adapter à des changements qui peuvent être des changements incessants, rapidement. V désigne la volatilité, c'est-à-dire un enseignement disruptif et imprévisible, où le professeur comme l'élève doivent s'adapter rapidement, souplement à des changements. C'est ce qui se produit quand il y a une interaction entre le prof et l'élève, où celui-ci va utiliser 3, 4 ou 5 procédés remédiatifs différents avant d'arriver à permettre à l'élève de produire un son qui est acceptable. Le U va désigner l'incertitude, c'est-à-dire l'impossibilité de prévoir les événements futurs. Pourquoi ? Parce que quand je commence une séance ou un entraînement avec un élève, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Soit ça va réussir du premier coup, soit on va réussir par tâtonnement, par approximation successive, mais ça, c'est le principe absolu de la correction phonétique. Il ne s'agit pas de se dire au départ, je vais arriver à faire produire un son parfait, et là vous sentez que je mets de gros guillemets, il s'agit de se dire, je vais y arriver par tâtonnement, ce qui fait que le prof et l'apprenant sont engagés dans une démarche commune, consistant à trouver le bon procédé, c'est-à-dire le procédé qui marche bien avec un élève. Et cela peut produire parfois, chez certains enseignants, comme d'ailleurs chez certains apprenants, un sentiment d'insécurité. Le C désigne la complexité dans ce modèle VUCA, c'est-à-dire que l'environnement évolue sans cesse et sans aucune prédiction. C'est ce qui se passe pendant une séance de correction phonétique, c'est également ce qui se passe avec un élève. Je ne sais jamais au début de la séquence ce qui va se produire. Vais-je arriver à corriger ou bien l'élève va-t-il persister dans l'erreur ?
Enfin, le A désigne l'ambiguïté, c'est-à-dire que finalement, il peut y avoir des interprétations très différentes d'un même événement. Par exemple, si je fais de la correction phonétique avec des étudiants qui sont là en train de m'observer, il arrive assez fréquemment que les élèves disent « Ah ben tiens, vous avez corrigé ça, moi j'avais plutôt entendu une autre erreur qui s'était produite à un autre endroit ». Ça peut très bien arriver, mais je dois dans ces cas justifier pourquoi j'ai corrigé telle erreur, alors qu'une erreur apparaît quelques instants plus tard dans l'énoncé produit par l'élève. Ou bien tel élève peut très bien vous dire « Ah, vous avez entendu ça pour l'erreur que vous avez corrigée, moi j'avais entendu autre chose ». En effet, l'audition est quelque chose de très personnel, et un élève, comme un enseignant, peuvent ne pas entendre forcément la même chose. D'où un côté effectivement ambigu. Donc la correction phonétique, je le répète, c'est parfait pour illustrer un modèle VUCA que vous n'avez pas forcément quand vous enseignez la syntaxe, quand vous enseignez le lexique ou la morphologie. Heureusement, tout ceci, ça se gère. J'ai dû vous faire peur en vous racontant ce système VUCA. Il y en a qui ont dû se dire « mais bon sang, on va jamais y arriver, qu'est-ce que c'est que ça ?» Non. Lorsque vous avez une certaine expérience, je le répète, vous avez cette assurance qui fait que vous allez interagir avec l'élève de façon harmonieuse et bon gré mal gré, on avance et l'élève fait des progrès. Alors, quels sont les savoir-faire et les connaissances qui sont requis pour travailler correctement dans l'apprentissage de la prononciation en langue étrangère? Les comportements non-verbaux, j'en parle en premier, parce que ces comportements non-verbaux sont permanents et ils sont tout à fait essentiels, car ils s'imposent aux participants, soit en constituant des indices, soit en constituant des signaux. Les comportements non-verbaux, c'est la première chose que l'élève perçoit lorsqu'il voit le professeur, avec des remarques telles que il a une bonne tête, ou au contraire il n'a pas l'air très sympa, sa voix est agréable ou non, il a un regard franc ou il a un regard sournois, il est exubérant dans sa gestualité, la proxémique également, tiens, ce prof s'approche un peu trop de moi, qu'est-ce que c'est que ça, ou au contraire il est trop loin, je ne l'entends pas, comportement classique. Donc, ces comportements non-verbaux, il ne s'agit absolument pas de considérer qu'ils sont secondaires, au contraire, ils sont absolument essentiels dans le cadre de la correction de la prononciation. Il faut également considérer que le professeur qui s'entraîne à la correction phonétique et qui acquiert de l'expérience est capable de produire un diagnostic en temps réel de la production de l'apprenant. Généralement, lorsqu'un élève produit spontanément un énoncé, ou bien lorsqu'il répète un énoncé que le professeur lui a proposé, il n'y a pas une seule erreur, il y a plusieurs erreurs qui sont réalisées, et le professeur doit immédiatement décider à quel niveau il doit intervenir. S'agit-il d'intervenir à un niveau prosodique, par exemple un rythme qui n'est pas respecté, ou bien faut-il corriger un segment, c'est-à-dire telle ou telle voyelle ou consonne mal réalisée? Et puis la question, c'est quel segment faut-il corriger en priorité? Si l'élève a commis 5 ou 6 erreurs au niveau des voyelles et des consonnes, je ne vais pas corriger chaque consonne et chaque voyelle. C'est aberrant. Il faudra que je choisisse un élément sur lequel je ferai porter la correction. Sinon, l'élève va considérer que je fais un véritable harcèlement. Par contre, il y a une vraie question, c'est quel est l'élément que je vais choisir, pourquoi? Là aussi, un prof chevronné a toute une série de réponses à donner, qui sont des réponses, encore une fois, fondées sur, d'abord, le pragmatisme pédagogique. Les connaissances et le savoir-faire requis, c'est également la maîtrise des différents procédés et techniques de remédiation. Il y a bien sûr l'ensemble des techniques utilisées par la méthode verbotonale d'intégration phonétique, pour la correction du rythme, pour la correction de l'intonation, ainsi que des segments.
Mais il ne s'agit pas de négliger les procédés de l'approche articulatoire quand ils sont efficaces. C'est ainsi qu'on va travailler dans une optique articulatoire pour corriger les voyelles nasales, pour corriger également des voyelles que certains groupes linguistiques produisent avec une diphtongaison en français. Très bien. Mais il y a peut-être également d'autres procédés que l'on peut utiliser si vous regardez ou si vous lisez par exemple des articles écrits par des orthophonistes. Il y a peut-être des idées qui sont extrêmement lumineuses et que vous pouvez prendre pour vous. Encore une fois, la boîte à outils du professeur qui fait de la correction phonétique contient déjà pas mal d'outils qui sont vraiment des outils efficaces, mais si on peut en rajouter, c'est encore mieux. Et puis, il y a l'utilisation de différents supports. Il y a d'abord les batteries d'activités créées par l'enseignant. Ça, c'est à la limite le mieux parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et il y a un certain nombre de phrases, par exemple, que l'on va utiliser pour travailler sur certaines oppositions phonologiques. Par exemple, vous travaillez avec des Chinois, les oppositions pe-be, te-de, que-ge, que les Chinois ont énormément de difficultés à maîtriser. Si vous avez affaire à des hispanophones, les oppositions se-ze, par exemple, en français, et il vous faut un certain temps, et même un temps certain, pour créer vos fiches correctives. Mais l'intérêt de créer ces fiches correctives, j'en ai d'ailleurs déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est que vous avez votre propre matériel, vous savez comment l'utiliser, et vous n'êtes plus tributaire des phrases plus ou moins décontextualisées que vous trouvez dans les manuels de correction de la prononciation. Mais bien entendu, vous avez tout à fait intérêt à utiliser ces manuels spécialisés, de même que vous avez intérêt à recourir à des sites en ligne, dans la mesure où cela vous donne tout un matériel utile et utilisable pour vos apprenants. Il y a également le recours naturellement au dialogue des méthodes, que ce soit des méthodes audio ou bien des méthodes vidéo. Il y a également toute la gamme des documents sonores authentiques, semi-authentiques, et certainement d'autres documents que je n'ai pas listés ici. Là encore, il est important pour le professeur de se rendre compte qu'il a intérêt à faire feu de tout bois, surtout actuellement avec cette véritable révolution qui est apportée par les corpus oraux, qui sont mis à disposition du professeur de français langue étrangère, où celui-ci peut puiser différents accents, différentes façons de parler, différents styles ou registres de langue, vous employez ce que vous voulez, donc le professeur n'a que l'embarras du choix. Ces documents, par contre, il faut savoir les utiliser à bon escient, mais là, c'est ouvrir un autre répertoire. J'aborde maintenant la deuxième partie de cette présentation, à savoir le déroulement de l'interaction et la gestion de l'élève, comme celle du groupe, pendant la séquence de correction phonétique. L'idée, c'est que la correction phonétique, c'est un match de ping-pong auditivo-verbal. C'est-à-dire que l'élève prononce quelque chose, le professeur repère une incorrection, propose une correction, l'élève réagit, le modèle produit par l'élève n'est pas convenable, le prof réagit en miroir pour lui proposer une variante dans les procédés de correction, etc. Très important, les interventions de l'enseignant se déroulent dans le respect des limites temporelles, de la rétention de l'information sonore active en mémoire de travail. On sait que l'information sonore est maintenue en mémoire de travail pendant environ 2 secondes. Et 2 secondes, mais c'est très confortable. Dites-vous bien que n'importe quel individu, quand il parle, produit une quinzaine de sons par seconde. Là, quand vous êtes en correction phonétique, vous isolez par exemple 2 ou 3 syllabes, c'est là où se trouve l'erreur produite par l'apprenant, et vous avez 2 secondes pour traficoter ces 2 ou 3 syllabes, c'est extrêmement pratique.
Et dans tous les cas, ce qui est important, c'est que véritablement vous intervenez sur le stimulus sonore. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous proposez quelque chose à l'apprenant qui est traité activement par sa mémoire immédiate, sa mémoire de travail. Ensuite, comment ça se passe? Là encore, je vous renvoie à une autre vidéo du blog qui le traite en profondeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette interaction obéit à des règles du jeu particulières. Elles sont indiquées aux étudiants lors de l'indispensable leçon 0, qui est préalable à la toute première intervention en correction de la prononciation. Vous avez ici un lien qui vous conduit vers la leçon 0. Vous trouverez ce lien, si vous ne pouvez pas le cliquer sur la vidéo, vous le trouverez dans l'article correspondant dans le blog au son du FLE. Et de temps à autre, il faut rappeler certains principes de la leçon 0 aux apprenants. Pourquoi ? Parce que parfois il y a du découragement, ou parfois il y a de la lassitude, c'est tout à fait normal, et ces petites piqûres de rappel relancent l'intérêt et la motivation des élèves. Je reviens à l'importance des facteurs non verbaux dans le déroulement de l'interaction. D'abord, je vais commencer par la voix. La voix de l'enseignant, celle-ci doit être chaleureuse, enveloppante, peut-être caressante, etc., etc. Vous voyez tous les adjectifs qui s'appliquent à la voix, c'est assez fabuleux. Mais la voix de l'enseignant, elle concerne l'apprenant, mais elle concerne naturellement l'ensemble du groupe classe. Ce n'est pas parce que je travaille avec un élève en particulier que les autres élèves doivent être négligés. Et d'ailleurs, très souvent, vous avez les autres élèves qui sont extrêmement attentifs à ce que fait le prof et qui silencieusement répètent lorsque le professeur a proposé tel ou tel modèle. Donc les élèves restent actifs. Il y a le regard. Le regard de l'enseignant est très important comme celui de l'élève parce que c'est dans le regard que le professeur peut notamment appréhender le degré de disponibilité de l'élève. C'est-à-dire qu'à un moment, l'élève peut dire « Écoute, j'en ai ras le bol, prof, lâche-moi, laisse-moi maintenant tranquille ». Très bien, dans ces cas-là, l'enseignant va passer à un autre apprenant. Quelque chose de très important, c'est la congruence. La congruence, c'est l'authenticité de l'enseignant. Les élèves se rendent compte très rapidement si le prof est sincère ou non. C'est-à-dire si le prof s'investit, si l'enseignant fait son boulot en y croyant. Et dans ces cas-là, les élèves jouent très volontiers le jeu parce qu'ils se rendent compte que le prof se donne, en quelque sorte, en faisant la correction phonétique. Donc cette congruence, cette authenticité est importante. Congruence, mais aussi empathie, à savoir que le professeur est capable de comprendre ce qui se passe chez l'apprenant, il est capable de se mettre à sa place. La kinésique, c'est-à-dire la gestualité de l'apprenant. Cette gestualité, je vous le rappelle en correction phonétique, doit être contrôlée. Elle est contrôlée pour, par exemple, au niveau des sons, les critères de tension, de relâchement, de corporisation. Elle est contrôlée également quand il s'agit de tracer dans l'espace la configuration générale d'un mouvement intonatif. Elle est contrôlée quand il s'agit de scander le nombre de syllabes pour faire acquérir le rythme, ou bien de faire un comptage du nombre de syllabes. Et, outre la kinésique, la proxémique est extrêmement importante. La proxémique, je vous le rappelle, c'est la manière dont on gère l'espace, dont chaque individu gère l'espace, au fond en le transformant en son espace. La proxémique, c'est quelque chose de culturel. Il faut se rendre compte que si vous avez affaire, par exemple, à des élèves japonais, vous aurez intérêt à être plus éloigné d'eux que si vous avez affaire à des élèves sud-américains qui acceptent plus volontiers la présence d'un enseignant davantage proche spatialement. Alors pourquoi ceci est important ? Parce que très souvent, si le professeur est éloigné de l'apprenant quand il fait la correction phonétique, par le système verbotonal, il y a une réaction classique du genre « prof, je ne t'entends pas ». C'est un classique.
Si vous faites de l'articulatoire, il n'y a pas de problème. L'enseignement de l'articulatoire, c'est un enseignement qui est centré sur le maître, le sachant, et le maître n'a que faire, en quelque sorte, d'être proche ou éloigné de l'apprenant. Ce qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, je le répète, c'est que l'enseignant, bien sûr, s'adresse à un élève, mais ce faisant, il s'adresse toujours à l'ensemble du groupe. Et chaque élève est particulier, c'est-à-dire que chaque élève progresse à son propre rythme. Chaque élève a ses préférences pour la correction de tel ou tel son. Tel élève va préférer, par exemple, procéder de la prononciation nuancée. Tel autre va être sensible aux entourages facilitants. Tel autre va, au contraire, réagir dès qu'on travaille sur l'intonation. Et ceci est valable son par son, d'où l'intérêt pour l'enseignant d'établir la carte d'identité phonétique de chacun de ses apprenants. Ça se fait assez vite. Ce qu'il faut également comprendre, c'est la notion de connivence de groupe. Elle est indispensable, elle intervient naturellement, j'insiste dessus, si le prof fait preuve de congruence, d'empathie, s'il ne commence pas sanctionner l'élève lorsque celui-ci commet une erreur. Au fond, il faut quand même se dire que si l'élève commet une erreur en phonétique, il ne le fait pas exprès. À moins d'être complètement masochiste, si un élève commet une erreur, c'est parce qu'il n'arrive pas à apprivoiser le son, soit en raison d'une surdité phonologique en langue étrangère, soit justement parce que sa surdité phonologique est insuffisamment entamée. Donc il est absolument aberrant de le sanctionner, même de lui mettre une mauvaise note. Un élève qui ferait exprès de commettre des erreurs de prononciation, ça doit exister, mais bon, disons que ça ne concerne pas l'immensissime majorité des apprenants. Les élèves ont souvent une attitude positive quand leurs condisciples sont sur la sellette et obtiennent de bons résultats. Quelque chose de très classique, c'est l'élève arrive enfin à produire un son bien réalisé et les gens autour sourient, bravo, applaudissent, etc. dans une salle de classe. Et puis n'oublions pas que pendant l'interaction, le prof, lui, il est constamment sur le qui-vive. Et aussi quelque chose d'intéressant, c'est que le prof prépare le coup d'après. C'est-à-dire que lorsque je corrige un élève, lorsque je lui propose tel procédé, pendant que l'élève traite l'information et produit le modèle que je lui ai suggéré, j'ai déjà préparé le coup d'après. Coup d'après, c'est-à-dire je suis déjà en mesure de lui proposer un nouveau modèle si jamais la correction ne se produit pas bien. Alors, il faut savoir que ceci nécessite une activité de surécoute qui est très fatigante au début pour l'enseignant débutant. C'est-à-dire que l'enseignant débutant, au bout de quelques minutes, une dizaine ou une quinzaine de minutes, il n'en peut plus. Et puis après, quand vous commencez à prendre l'habitude, vous gérez ceci sans trop de difficultés. Je vous remercie de m'avoir accompagné sur cette présentation qui arrive maintenant à son terme. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette vidéo ainsi que une présentation de type PowerPoint sur l'article dédié dans le blog Au son du fleu. Et pour vous rendre sur le blog, si d'aventure vous n'avez pas son lien URL, ce qui, soit dit en passant, est totalement scandaleux, je vous invite à saisir ce QR code qui vous dirigera vers le blog en question.